Pour continuer à bien étudier la programmation par aspect, je vous propose de regarder une implémentation, ce qu'on va appeler l'implémentation de référence de la programmation par aspect qui s'appelle Aspect-J. Donc, Aspect-J, c'est quoi? C'est une implémentation de ces concepts-là au sein du langage Java. On dit un peu que c'est le langage de référence, c'est vraiment sur celui-là que beaucoup de gens ont travaillé pour expliciter les concepts, essayer de comprendre ce qui était important pour faire la programmation par aspect, etc., même s'il y a eu d'autres implémentations derrière. Et donc un aspect, c'est quoi? Eh ben, dans Aspect-J, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ajouté des mots-clés au langage Java, comme le mot-clé aspect, le mot-clé point cut, pour exprimer les points de coupe, les endroits où on souhaite s'accrocher quelque part, et puis la capacité à faire des advice, des traitements additionnels. Donc là, par exemple, je définis un aspect de log qui va dire au niveau de ce point cut trace méthode qui consiste à l'appel de la fonction de toutes les setters qui prennent en paramètre un entier d'une classe figure, et sauf ou bien alors quand cela n'exécute pas telle expression, alors, avant ces exécutions-là, je souhaite rajouter tel traitement, ici qui est un bet system.out.println. Donc Aspect-J, c'est donc une extension du langage Java. Il y a une implémentation disponible avec un certain nombre d'IDE, de plugins pour les IDE, pour faciliter le travail quand on développe avec Aspect-J. Donc c'est un surensemble de Java pour définir des points de jonction, définir les advice, faire des déclarations d'intraclasse. Donc c'est quoi ces déclarations d'intraclasse? C'est la capacité par exemple à dire, ok, sur la classe foo, je souhaite rajouter un attribut A, ou je souhaite rajouter une implémentation d'interface. Donc la capacité à modifier l'implémentation d'une classe. Et puis le dernier concept, cette notion d'aspect, qui est cette unité modulaire de comportement transversal, qui va contenir le device, les déclarations d'intraclasse, etc., etc. On peut introduire les coupes soit de manière dynamique, donc au niveau de l'instruction d'un comportement sur l'exécution du programme. Par exemple, une action sera exécutée avant l'exécution de certaines méthodes ou après 3 appels de l'exécution d'une certaine méthode, etc. Ou de manière statique, on va pouvoir transformer la structuration objet du programme en introduisant des nouveaux champs à une classe, en introduisant des nouvelles implémentations d'interface, etc., etc. Toujours pour essayer de montrer un petit peu ça, donc imaginons que j'ai un programme où le but c'est d'avoir un petit éditeur de dessin, donc j'ai quelque part une classe affichage, et puis dans mes classes métiers, j'ai une figure qui est composée de figure elements. Ces figure elements, ça peut être des points ou des lignes. Et puis j'ai un certain nombre de getters, de setters pour déplacer ces éléments-là. Si je regarde un petit peu le code, si j'essaie d'implémenter le code métier le plus proprement possible, je vais avoir ma classe line qui implémente figure élément, qui a globalement des données, des getters et des setters sur ces données. La préoccupation que je vais chercher à mettre dans un aspect, c'est par exemple toute la préoccupation de mise à jour de l'affichage. J'ai plus envie que ce soit dans mon code métier qu'il y ait un update qui soit déclenché à chaque fois qu'un setter est appelé. Donc la problématique, ça va être de se dire, ok, j'ai une méthode qui est appelée sur un objet de la classe figure, elle va l'appeler sur toutes les lignes, etc., etc. Ça, c'est tout le graphe d'appel dynamique qui va se passer. Où est-ce que je vais pouvoir m'accrocher dans ce graphe d'appel dynamique? Au moment de l'appel de la méthode, avant ou après l'exécution de l'appel de la méthode, et puis si la méthode se termine bien ou pas. Donc ça, c'est tous les points de jonction où je vais pouvoir m'accrocher sur les appels des méthodes, les constructeurs, sur l'exécution de méthodes de constructeurs, sur les points de jonction des appels des get, des sets, sur la levée d'une exception, etc., etc. Donc ça, c'est les points où je peux m'accrocher. Donc je vais définir après une option de coupe pour dire, voilà tous les points, moi, où je souhaite m'accrocher. Donc par exemple, je souhaite m'accrocher à l'appel de la méthode setP1 qui prend un point en paramètre d'un objet de classe line. Et puis, évidemment, c'est une expression logique. Je vais pouvoir lui dire, je m'accroche là, ou là, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la coupe.
La coupe, elle va être nommée. Donc, dans le langage AspectJ, dès que je vais définir une expression de coupe, je vais lui donner un nom, exactement comme une méthode a un nom, et elle peut avoir des paramètres qui va me permettre, entre autres, de réifier les différents éléments de la coupe, les éléments où je suis venu m'accrocher en particulier. Donc, je peux avoir une coupe, et puis après, j'ai la définition du code advice qui va dire, OK, par exemple, après le retour du point de jonction de la méthode foo, donc après ces appels-là, alors je souhaite rajouter tel traitement. Donc dans ce cas-là, le traitement, il arrive après. Qu'est-ce que ça va me permettre d'avoir ces concepts-là? Par exemple, je vais pouvoir déclarer mon aspect display updating, qui va me faire en sorte de se dire, OK, à chaque fois que j'appelle 7P1 ou 7P2 sur un objet de type line, alors je veux appeler l'update de mon display par derrière. Qu'est-ce que je vais gagner grâce à ça? Ce méthode displayUpdate, c'est comme si je l'avais écrit dans mes méthodes 7P1, 7P2, mais au lieu de polluer ma classe line avec ces concepts-là, en fait, ces éléments-là sont tissés par notre aspect. Et puis évidemment, je vais pouvoir le faire non pas simplement sur ces points de jonction-là, mais sur pas mal de points de jonction plus compliqués. Et donc, c'est comme si à la fin, j'avais mis l'ensemble de ces éléments-là à ce niveau-là. Et si je veux récupérer l'élément sur lequel je me suis tissé, l'objet sur lequel je me suis tissé, je vois que je vais pouvoir le passer en paramètre de mon advice pour pouvoir faire un traitement lié à cet objet-là. Donc tout ça, c'est des concepts qui vont me permettre d'accrocher du comportement additionnel. Donc en AspectJ, on a différents types de points de jonction. Des points de jonction du type avant-après, si je souhaite rajouter du traitement avant ou après un appel, ou avant ou après l'exécution d'une méthode. Autour, quel est l'avantage du autour? C'est que je vais pouvoir, si un comportement, je vais pouvoir décider si j'appelle réellement la méthode sur laquelle je me suis greffé ou pas. D'autres points de jonction qui concernent les méthodes, c'est avant le retour, après le retour, et puis pour tous les points de jonction qui concernent les exceptions, avant la levée de tel type d'exception, après la levée de tel type d'exception, et puis je vais pouvoir introduire du code statique, ajouter des attributs, etc. Donc l'intérêt d'AspectJ, c'est qu'il prend très très bien en charge la transversalité. On peut vraiment faire en sorte d'avoir des aspects qui viennent. On a un opérateur de composition qui est très puissant, et donc qui vient s'accrocher à beaucoup d'endroits dans notre code. On a énormément de constructions syntaxiques pour définir les coupes. On a par exemple la notion de ciflow qui va permettre de définir des coupes pour dire s'il se passe tel appel de méthode, puis tel appel de méthode, puis tel appel de méthode, alors je suis dans un comportement qui m'intéresse, ce qui dans des cas est très pratique. Ça permet, par exemple, si on parle d'authentification, on va pouvoir dire si mon authentification elle échoue 3 fois, alors je vais faire telle problématique. Et ça, on va pouvoir le faire avec un point de coupe de type ciflow facile. Les limitations, c'est une approche basée classe et compilation. On ne peut pas décider dynamiquement de retirer des aspects. La notion d'aspect mélange deux choses, à la fois le code qui est censé être réutilisable et à la fois la définition de la coupe. Et ça, c'est gênant, parce qu'on voit que la définition de la coupe, elle est déjà liée à quel endroit je mets ces éléments-là. Et puis, il y a peu de gestion de la composition d'aspects, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si j'ai plusieurs aspects qui viennent sur le même point de jonction, lequel s'exécute avant les autres, comment ça se passe. Ce qui va être fait au niveau d'AspectJ pour cette problématique-là, c'est qu'on va juste dire que, par exemple, un aspect domine l'autre aspect, ça veut dire qu'il y en a un qui va s'exécuter avant l'autre. On est obligé de définir une sorte d'ordre global sur nos aspects, ce qui n'est pas forcément très pratique. C'est assez rigide, donc ça, c'est pas absolument parfait. La difficulté qu'on a avec AspectJ, donc avant de basculer à Spring AOP, c'est vraiment de se dire, ok, c'est très bien, mais c'est aussi extrêmement invasif. Alors pourquoi je voulais vous le présenter? Parce qu'AspectJ peut être un très bon outil si de temps en temps, vous récupérez une librairie qui est pratique, mais qui ne fait pas exactement ce que vous voulez. Dans AspectJ, on peut, même si on a accès qu'au code binaire de l'application, on peut venir transformer de manière assez brutale les implémentations de classes existantes dans un framework, rajouter du log un peu partout, etc. Donc il y a vraiment des cas qui sont extrêmement pratiques. Le principal inconvénient, et on verra que Spring AOP a lutté contre ça, c'est qu'évidemment, on a les droits pour casser toute la conception objet initiale qui avait été pensée. On peut rajouter une interface à une classe qui n'avait pas cette interface. On peut faire en sorte qu'une méthode qui était protected, tout d'un coup, on va la passer en public, etc. Donc c'est puissant, mais on sent bien que si demain on a une équipe de 20 développeurs qui fait que des aspects partout,
bah, au bout d'un moment, ça va être très compliqué de garder l'ensemble en cohérence. Et c'est vraiment une des difficultés qu'il y avait sur la programmation par aspect. L'autre difficulté, elle est liée à la testabilité pour des notions de diagnostic. On y reviendra parce que dans Spring AOP, on a aussi cette difficulté. Donc, dans Spring AOP, le but a été de se dire, en fait, l'AOP répond à un vrai problème. Cette notion d'avoir un certain nombre de préoccupations qui sont transverses à l'application, bah ça, on l'a, et on l'a entre autres, bah, quand on fait du développement back-end, on l'a pour gérer la sécurité, pour gérer les logs, pour gérer les transactions. Donc c'est un vrai problème. L'AOP est efficace pour adresser ces problématiques-là. Le problème qu'avaient les gens de Spring, c'est qu'on a dit, la première chose importante qu'ils ont mis en avant, c'est de dire la conception objet, c'est ce qu'il y a de plus important. Et donc évidemment, dans ce cadre-là, ça devenait impossible d'autoriser un certain nombre de choses qui étaient possibles avec l'AOP, qui permettaient de casser la conception objet initiale. Donc il fallait trouver un compromis entre le fait que la conception objet est le plus important, et pour autant, on aimerait bien pouvoir rajouter du traitement additionnel à un certain nombre d'éléments. Donc comment est-ce qu'ils vont travailler là-dessus? Eh ben, ils vont pousser les éléments en se disant on va chercher à avoir une implémentation la plus complète possible, mais tout en respectant la conception par objet. Ça veut dire quoi? Pas d'introduction de nouveaux éléments de langage. On reste sur du Java classique. On va tout faire avec des classes. Pas d'interception de champ. On n'a pas le droit de casser l'encapsulation d'un objet. Donc tout ce qui est interne à un objet, eh ben, on ne le voit pas. On ne peut pas venir rajouter un traitement si un champ est modifié. Par contre, on va pouvoir à tout moment venir ajouter un traitement additionnel tant qu'on est à l'interface de l'objet. Comment est-ce qu'il va faire ça? Ben, on avait expliqué qu'il pouvait générer des proxys, tout à l'heure quand on a vu l'injection de dépendance, et en générant ces proxys, ben, c'est grâce à ça qu'il va mettre en œuvre ces concepts d'aspect. Donc, les concepts de base de Spring AOP, ben, on a toujours une notion d'aspect, de point cut, de device, et puis de méthode intercepteur pour venir intercepter l'appel de méthode simplement. Spring AOP va réaliser le tissage à l'exécution, donc pas de compilateur spécifique. Ça va être fait au moment de l'assemblage des composants. Alors comment est-ce qu'il va faire ça? L'idée, c'est qu'il va générer des proxys pour rajouter du traitement additionnel à la volée. On va pouvoir faire du tissage par bin en fonction de un aspect pour une instance de bin, un aspect pour toutes les instances d'un même type de bin, etc., etc. Donc, si je reviens un peu en arrière, juste pour bien montrer comment est-ce qu'il va travailler pour cette notion de proxy, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on va faire cet élément-là, bah, s'il a besoin de venir tisser un aspect qui, avant l'appel de la méthode foo du composant B, et ben en fait, puisque c'est lui qui crée le composant A, l'objet A, puisque c'est lui qui crée l'objet B, et ben il va pouvoir discrètement créer une classe proxy qui implémente l'interface de B pour rajouter le traitement additionnel qui après délèguera A. Comme c'est lui qui gère le cycle de vie, l'instanciation des objets et tout l'assemblage des objets, bah pour rajouter ce comportement supplémentaire, il va pouvoir plus ou moins implémenter son pattern décorateur comme un grand pour venir greffer ce comportement additionnel. C'est vraiment comme ça que Spring AOP fonctionne par derrière. Il ne fait que rajouter des objets proxy pour faire ce lien entre les deux. Désolé pour ce switch de slide un peu rapide. Donc voilà, on a des stratégies pour venir mettre sur l'implémentation, pas sur les interfaces ou directement au niveau d'interface, etc. C'est assez transparent. Et puis, on va pouvoir gérer l'instanciation des instances de proxy, soit par instance, soit par classe, de manière assez transparente. Donc, comme Spring AOP est basé sur le pattern proxy, il faut définir le ou les bins cibles. Et donc ça, on va le faire à une expression de point de coupe. On va pouvoir définir à quel endroit on vient s'accrocher au niveau de ce côté target. Donc Spring AOP est assez simple à utiliser, on va l'utiliser en TP pour vous montrer comment ça fonctionne. Il est utilisé assez souvent pour gérer par exemple des logs un peu spécifiques, de la gestion de sécurité un peu spécifique dans un framework comme Spring Boot. Donc ça reste un paradigme utilisé
qui garde ses limitations, qui est comment est-ce que je décompose, qu'est-ce qui est un aspect, qu'est-ce qui est une classe, ça reste un certain nombre ça pose encore un certain nombre de problèmes. On a des expressions de points de coupe qui sont toujours fortement liées à l'heure actuelle à la structuration du code de base, et donc ça pose des problèmes si par exemple je fais un refactoring et je viens changer le nom d'une méthode, ou si j'introduis une méthode qui a un nom qui ressemble à une autre méthode qui était attrapée par un point de coupe, et je peux avoir des effets de bord indésirables. Donc on a une expression de coupe qui reste très fragile face au refactoring, à l'évolution, etc. Pas toujours si facile que ça à appréhender. La testabilité reste un problème important là-dessus. Donc on va le manipuler en TP parce que vous allez le voir que dès qu'on fait une application avec Spring, souvent on ne fait pas beaucoup d'aspects, mais on va avoir un certain nombre de préoccupations sur lesquelles on va utiliser l'AOP pour mettre en place ces préoccupations.